Bonjour Monsieur Cottard. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. J'ai éprouvé vraiment le besoin de vous recevoir parce que je vous suis reconnaissant de votre générosité qui est au départ, vous savez, quand on débute, nous, sur YouTube, et bien entendu, on n'était pas du tout connus. Et vous avez eu la gentillesse de parler d'une émission que j'ai fait avec Afrique Média, et puis ensuite de parler dans des termes assez neutres, et donc j'ai dit, c'est vraiment, j'ai apprécié, vous voyez. Et puis les secrétaires qui travaillent avec moi aussi, c'est elles d'ailleurs qui m'ont fait découvrir votre chaîne. Et donc aujourd'hui, je suis très content de vous recevoir ici pour parler. On va faire donc, comme c'est convenu, 2 vidéos. Oui. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler des conséquences d'une guerre nucléaire et comment surtout s'en protéger. Parce que ce que j'aimerais, c'est faire quelque chose qui pourrait s'avérer utile pour vos abonnés, pour les gens qui nous regardent, de leur donner des informations, voyez, qui permettraient le jour où cette situation arrive, de faire ce qu'il faut faire pour sauver leur famille. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça. Vous savez que, vous avez pu regarder que pour moi, il y a 3 sujets importants. La surpopulation, la fin du pétrole, et la 3e, c'est la guerre nucléaire. Donc, si vous voulez bien, aujourd'hui, on parlera de cette question, comment se protéger des retombées radioactives. Et puis, demain, on fera les discussions sur un sujet qui vous intéresse, puisque c'est sur la Russie et tout ce qui se passe un peu là-bas. Oui, oui, tout ce qui se passe et la situation géopolitique actuelle, voir si, en fait, les prévisions que vous avez faites, tout au moins les perspectives que vous avez tracées par rapport à vos analyses, sont susceptibles de se réaliser. Dans quelle proportion? Je dirais sur un pourcentage, il faudra que vous nous disiez, en gros, sur 100, combien vous estimez une probabilité ou pas de guerre, en tous les cas de guerre avec la Russie. Oui. Parce qu'avant de parler de guerre nucléaire, de bombe nucléaire, il faut déjà qu'on rentre en guerre contre la Russie. Même si officieusement on l'est, mais pour l'instant la guerre n'est pas encore déclarée, on est bien d'accord? Oui, absolument. Bon. Moi, en préambule, si vous voulez, j'ai regardé, on a parlé hier, j'ai visité votre usine, je vous ai analysé. Ça me permet de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours personnel pour donner de la crédibilité à ce que vous dites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en retour de ce que j'ai fait par rapport à ce que vous avez déjà, de ce dont vous avez parlé et par rapport à votre livre, j'ai fait un sondage sur ma chaîne concernant la possibilité d'une guerre nucléaire. La majorité ne croit pas à la guerre nucléaire. Et à partir du moment où quelqu'un parle de la question nucléaire, de la bombe nucléaire, il est pris pour un fantaisiste. Et encore, là, dernièrement, je vais voir un monsieur qui parle de la guerre nucléaire. Ah oui, mais ce monsieur, il est sérieux ou pas? Donc, ça veut dire qu'en France, on a un a priori, déjà, un a priori négatif, et on pense que la personne qui propose ce thème est un marginal ou quelqu'un un peu fantaisiste, on ne le prend pas au sérieux. Et donc, alors ma première question, ma première intervention, c'est alors, moi je me suis intéressé à votre profil, vous avez développé des affaires, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous avez une analyse qui vous a permis quand même plus ou moins de prévoir l'invasion de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine, ce qui est très important. Donc, quelle est votre explication concernant ce gap entre le fait de ce qui se passe en France, le gap entre cette espèce de déni ou de rigolade, les gens sourient quand vous parlez de la question, et pourquoi on n'arrive pas, d'après vous, à aborder ce sujet-là dans un cadre légitime, sérieux, avec une crédibilité? Pourquoi on a du mal à avoir une crédibilité sur ce domaine-là? Voilà ma première question. Oui, alors si vous voulez, à ce moment-là, moi je verrais ça sous un autre angle. Il suffit de sortir du cadre de la France et de regarder ce qui se passe ailleurs. Oui, j'ai lu, j'ai regardé justement. Or, vous avez par exemple la Suisse, ce sont des gens sérieux, des gens cultivés, intelligents, qui ont une histoire
très proche de la nôtre. Ils ont évolué en parallèle en Europe. Vous avez Israël, où on peut dire que c'est l'élite actuellement mondiale qui s'est retrouvée en Israël. Et donc rien que ces deux pays ont mené une politique depuis les années 60 de protection de la population civile avec la construction systématique d'abris. C'est-à-dire qu'en Suisse, sous chaque maison, il y a un abri NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Qu'est-ce qui fait la différence entre un abri nucléaire et un abri NBC? Eh bien, ce sont les joints d'étanchéité qui empêchent les gaz de rentrer, qui empêchent les bactéries de rentrer, et c'est le système de filtration. Donc ça, évidemment, nous n'avons rien. Ensuite, on peut aller plus loin. On regarde des pays comme, bien sûr, la Suède. Dès les années, quand j'ai écrit mon premier livre, dès les années 82, ils avaient 90% d'abris pour la population. Mais ce qui est important, et c'est là où on voit qu'en France, ça n'est pas sérieux et les gens sont complètement à côté de la réalité, c'est qu'en Russie, vous voyez, ce n'est pas un pays riche. Non. Eh bien, à l'époque de l'Union soviétique, dès l'instant où il y a eu la fabrication d'armes nucléaires, puis ensuite des armes thermonucléaires, il y a eu un programme de construction d'abris pour la population civile. Pour la population civile. Et donc, ça veut dire que les gens savent que le risque existe et qu'il y a des moyens de s'en protéger, parce que sans ça, vous comprenez bien qu'ils ne dépenseraient pas des milliards de roubles pour faire des abris alors tous les nouveaux immeubles, bien sûr, puisque en URSS, vous savez qu'il y a eu des villes entières, c'est type HLM, oui. Hein, avec dessous, bien sûr, des abris. Ça. Des abris. Voilà. Et alors, ensuite, dernier point où les gens devraient quand même réfléchir, parce qu'ils sont incapables de réfléchir maintenant sur la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que la Chine, qui était un pays pauvre, dès les années 70, a fait un programme de construction d'abris. Sous les immeubles, il y a des abris. Vous vous rendez compte qu'au moment où j'écrivais... En Chine, depuis les années... Depuis les années 70. En 82, quand j'écris mon livre, qui est publié en 83... Faire face au danger nucléaire, qui est introuvable aujourd'hui, qui est toujours pourtant à la bibliothèque des armées à Paris, qui est la référence dans le domaine. Eh bien, vous aviez, en 82, il y avait à peu près, on va dire, 500 millions de personnes qui étaient abritées en Chine. Oui, c'est quelque chose d'énorme. Maintenant, on peut dire qu'ils sont largement à 1,2 milliard d'abris. Donc, voilà des gens qui sont... ce ne sont pas des idiots. Vous voyez bien ce qu'a fait les Chinois. Donc, eux, ils ont pris en considération qu'il y a forcément, quand vous passez des années à fabriquer des armes, c'est pour les utiliser un jour ou l'autre. Ça c'est votre thématique, ça. C'est votre argument. Mais on va Vous dites que tôt ou tard, ces armes seront utilisées. C'est ça votre argument. Bien sûr, bien sûr. Elles ont déjà été utilisées. Elles ont déjà été utilisées. Alors, à une petite échelle. Et alors, surtout, ce qui est important, vous savez, vous avez pu voir certainement la vidéo numéro 11, enfin l'épisode 11 que nous avons mis en ligne, peut-être vous l'avez vu, sur ce qui est, en côte, les essais nucléaires qui ont eu lieu dans le monde depuis 1945, depuis la première explosion qui se fait dans le désert du Nouveau-Mexique, sur cette bombe qu'ils ont appelée Gadget. Donc ça, j'ai expliqué. Donc, officiellement, 2146 explosions nucléaires sur la Terre. Vous voyez ? C'est énorme. Alors, vous voyez, vous me disiez comment vous travaillez. Eh bien, d'abord, moi, le portable, il est rarement sur moi. Vous voyez, quand je suis au restaurant, je n'emmène pas mon portable. Je passe beaucoup de temps, quand je conduis, à réfléchir, tout ça. Et après, à partir d'une analyse, je vais aller chercher, voir s'il y a des choses qui confortent mon raisonnement, qui confortent mon analyse, ou si au contraire, ça me l'infirme. Et donc, j'ai dit, mais comment arriver à convaincre les gens qu'une guerre nucléaire, même de grande ampleur, ne sera pas la fin du monde. Vous voyez, je pars de cette question.
Et je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait faire que je pourrais démontrer aux gens qu'il y a, que ça n'est pas la fin du monde, que ça ne sera pas la fin du monde. Et alors j'ai commencé, j'ai dit, mais oui, mais dans le fond, on a fait des essais depuis 1945, si je calculais la quantité de bombes, la quantité de mégatonnes qui ont déjà explosé à la surface de la Terre, vous voyez ? Juste, oui, très juste. Et donc, officiellement, 2146 explosions nucléaires, dont 560 de mémoire en atmosphérique. En atmosphérique. Et le reste en souterrain. Mais en réalité, c'est plus de 2400. Mmh. Sur la toute dernière vidéo qui va paraître vendredi, là, je parle, le titre c'est la destruction d'un paradis. Enfin, les Américains ont détruit un paradis. C'est les essais que les Américains ont faits dans les îles Marshall. Mmh. Donc vous verrez les conséquences, tout ça, la façon complètement irresponsable avec laquelle ils ont procédé aux essais. Des choses qui auraient pu être faites dans d'autres conditions, sans conséquences, vous voyez, parce qu'au milieu du Pacifique, hein, il faut bien comprendre qu'une explosion nucléaire, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure, c'est la grande différence, c'est est-ce qu'elle se produit en altitude ou est-ce qu'elle se produit au sol ou dans le sol, puisqu'il y a 3 types d'explosions. Donc on parlera de tout ça dans le détail. Et donc, eh bien, évidemment, que quand on fait le cumul de tout ce qui a explosé sur la Terre, et c'est pas la fin du monde, parce qu'on vit, vous voyez, eh bien, moi je pense, je suis persuadé, que la guerre qui se prépare en ce moment, c'est pas pour dans 10 ans, c'est en ce moment. Je vous expliquerai demain pourquoi c'est maintenant. Parce que, en matière de guerre, il y a la course, si vous voulez, entre un pays et un autre, ou des fois, et il y a des moments où il y a une supériorité, et c'est ce que les militaires appellent une fenêtre de tir. Une fenêtre de tir, une opportunité. Voilà. C'est-à-dire que là, ils se disent, nous sommes en avance. Avec les missiles hypersoniques. Voilà, nous sommes en avance. Cette avance n'existera plus dans 3 ans. C'est ça, oui, on le voit dans vos livres. Il faut profiter de cette avance parce qu'après, c'est fini. Parce qu'ils savent, les Chinois, les Russes connaissent la puissance créatrice et surtout la puissance industrielle des États-Unis. Quand elle se met en route, quand elle s'est mise en route contre le Japon, au bout de quelques mois, c'était quelque chose d'énorme. Il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, si la Russie a pu obtenir une victoire, on peut dire, sur les forces allemandes, c'est parce que la Russie était fournie en armes, en matériel par les États-Unis. Dès le début, ils ont prêté de l'or, ils ont fourni des quantités de matériel, les camions, les jeeps, les canons, les chars. Les États-Unis ont une force de production incroyable. Étonnant. Ça c'est vraiment... Alors ça n'est plus tout à fait vrai, parce que malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, éventuellement, les mondialistes sont passés par là. Les mondialistes ont détruit le tissu industriel américain au profit des banques, de la bourse et tout ça, parce que, bien sûr, on fait faire du business en Chine, au Vietnam, toute la délocalisation a profité à la Chine et donc a démuni les États-Unis de leur force de production. C'est pour ça qu'ils cherchent actuellement à se la réapproprier, apparemment. Oui, bien sûr. Alors, ils vont reconstruire des usines pour faire des puces, pour faire tout un tas de choses comme ça, parce que tout est parti. Évidemment, les financiers de Wall Street, eux, vous voyez, on fabrique quelque chose qui coûte $100 aux États-Unis, ça nous coûte $20 en Chine. Allez hop, la différence c'est pour nous. Vous voyez, donc voilà tout le truc. Donc, alors, on va revenir à la France parce que ce qui est important, c'est d'essayer de convaincre, et ça vous avez mis le doigt sur la question, de convaincre les Français que d'une part, enfin les Français, ceux qui nous écoutent, parce que c'est impossible de convaincre la population. La population est dans un déni, elle est complètement, conditionnée par un discours médiatique
qui prend tout cela à la légère. Je ne sais pas si vous regardez les informations, plus mais maintenant. LCI, tout ça prend tout à la légère. Jamais ces questions-là ne sont abordées. Et pourtant, il est question effectivement de la sécurité de la population. Donc, parmi un faible pourcentage, on va s'adresser à un faible pourcentage de la population qui va tendre l'oreille et qui va écouter ce que vous dites. Alors, le premier argument, et c'est très important, je ne sais pas si dans votre entourage, les gens vous font ce type de réflexion, vos proches, comment ils réagissent déjà par rapport à vos arguments. Mais moi, les gens que je rencontre, ils me disent, de toute façon, ce sera la fin du monde. C'est pour ça que vous en parlez en disant, ça ne sera pas la fin du monde. Et moi, j'entends toujours cet argument, de toute façon, ça sera la fin du monde. J'en parlais à ma voisine, de toute façon, ça sera la fin du monde. Tout le monde est persuadé en France, c'est la rhétorique classique, ça sera la fin du monde. Et donc, vous venez de dire que ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la fin du monde pour les gens qui ne se protègent pas, qui ne prennent pas le problème en compte. Mais comment expliquez-vous quand même par rapport... Parce que ce qui est troublant, c'est qu'on fait partie de l'Europe. La France fait partie de l'Europe. Et moi, dans vos chiffres, je regarde qu'effectivement, on a une population extérieure, on a des gouvernements extérieurs qui ont pris le problème à bras-le-corps. Et qui, même en Allemagne, ils ont ils sont comment en Allemagne? Non, pas trop, très peu. C'est surtout la Suisse, la Finlande. Oui. Alors, attention, en Allemagne de l'Est, vous avez des abris partout. Oui, parce que n'oublions pas que jusqu'à la fin, quand le mur de Berlin est tombé, avant le mur de Berlin, l'Allemagne de l'Est, qui était une partie importante de l'Allemagne, la Pologne, tous ces pays-là étaient dans le bloc de l'Union soviétique. Donc il reste des abris. Il faut se rappeler que Poutine, puisque nous en parlerons demain, a été officier du KGB en Allemagne, et donc c'est un homme qui parle couramment allemand, et Angela Merkel, elle est née en Allemagne de l'Est, comme tous les personnes de sa génération, sont allées à l'école et ont appris le russe. Donc Angela Merkel parlait en russe à Poutine qui lui répondait en allemand. Vous voyez, ça c'est des choses incroyables. Alors, bien entendu, en Pologne, il y a des abris anti-atomiques. En Ukraine, il y a des abris anti-atomiques en Ukraine. Et alors, à ce sujet d'ailleurs, puisqu'on va venir maintenant dans la partie, si vous voulez, ou après, comme vous voulez, de la partie technique, pour donner des informations précises, vous voyez, des choses. Il y a eu sur LCI, il y a déjà pas mal de temps, peut-être tout à fait au début du conflit, peut-être en mars 2022, il faisait la propagande évidemment pro-ukrainienne et anti-russe. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette position? Parce que LCI, BFM TV, la 5, la 7, France 24, tout ça font partie, si vous voulez, du lobby financier. Le lobby financier mondialiste. Donc d'un côté, vous avez les mondialistes, ceux qui sont pour la disparition des frontières, le business à tout va entre les pays, et puis d'un autre côté, les nationalistes. Alors les nationalistes, tout ça, c'est des vilains. Vous voyez ? Alors la Russie, avec Poutine à sa tête, c'est évidemment un pays qui veut conserver sa culture, qui veut conserver ses traditions, et qui, bien sûr, ils sont très nationalistes. Alors là, ils ont pris fait et cause vraiment avec mauvaise foi, parce que sans tenir compte de tout ce qui s'est passé avant, on en parlera peut-être demain. Et donc, pour revenir à cette question, LCI faisait un reportage et il faisait voir que, eh bien, à Kiev, il y avait des affiches qui donnaient des instructions pour la population civile en cas d'attaque nucléaire, ce qu'il fallait faire. Et il y avait une énormité, mais comme il n'y a aucune compétence dans les journalistes sur ces questions nucléaires et pas beaucoup plus auprès des militaires qui confondent à peu près tout, il mettait, et ça c'est authentique, ne pas boire l'eau du robinet. C'est une énormité pour quelqu'un, si vous voulez, qui a travaillé. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour étudier toutes ces questions-là. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai été en contact avec la protection civile suisse, j'ai travaillé avec eux. Et quand vous dites ça
un physicien suisse ou un responsable de... Mais ça le fait rigoler. Si vous voulez, comprenons les choses. L'eau du robinet, elle vient d'où? Elle vient d'un château d'eau qui est généralement en béton, à 30 ou 50 mètres de hauteur, sur une hauteur. Elle ne peut pas être contaminée puisqu'elle est dans un volume fermé. Fermé, protégé. Ensuite, elle arrive par un tuyau qui est souterrain, et quand elle arrive au robinet, vous pouvez être sûr qu'elle ne peut pas être contaminée. Donc, ça, c'est une information importante pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr. L'eau du robinet, vous pouvez la boire tant qu'il y a de la pression. Tant qu'il y a de la pression. Voilà, parce que, évidemment, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pression. Petit à petit, le château d'eau va se vider et au bout de quelques jours, il n'y aura plus d'eau. Mais même si on rétablissait le courant, eh bien, on pourrait continuer à boire l'eau du robinet, tout particulièrement. Parce qu'elle ne sera pas contaminée. Mais non, puisque la nappe phréatique, elle est à 30 mètres ou 200 mètres de profondeur, et avant que si vous voulez, les poussières radioactives arrivent à contaminer sur 30 mètres, mais c'est dans 2 siècles, si vous voulez. Donc là, voilà une énormité sur laquelle je coupe la tête. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire. Alors, avant simplement d'aborder ces questions-là pratiques, pour que les gens comprennent très facilement les premières mesures à prendre. On va détailler chronologiquement. Mais avant tout, je voudrais savoir, c'est ma question, est-ce que vous avez, vous, essayé d'interpeller les autorités de ce pays, les autorités civiles de ce pays, ou est-ce que les autorités politiques, les représentants de l'État, est-ce que vous avez fait cette tentative de les interpeller, vous personnellement, sur ce sujet-là? Et si oui, quel est le retour de cette tentative? Alors, très grande différence. Je publie un livre en 1983. De la même façon que j'ai publié celui-ci, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai amené le manuscrit, que je l'ai remis à différentes maisons d'édition à l'époque, immédiatement, Albin Michel, une grande maison d'édition, a été intéressé pour publier ce livre qui était tout petit, parce que je ne parlais que de l'aspect, si vous voulez, protection civile. Voilà. Et donc, ma démarche était de dire, eh bien, puisque les autorités ne font rien, on va donner des informations déjà à ceux qui veulent s'intéresser à ça, et on va leur donner les moyens de faire construire eux-mêmes un abri. Donc vous savez que j'ai conçu 3 modèles d'abri à l'époque, j'ai fait tous les plans, j'ai collaboré avec l'APAV, qui est un bureau de contrôle important, reconnu, et donc on a fait ensemble les calculs sur les épaisseurs de béton, les diamètres des tors, etc. Et puis je me suis rendu plusieurs fois en Suisse, j'ai collaboré avec les services de protection civile suisses. C'est eux qui m'ont donné toute la liste des adresses de fabricants que j'ai pu mettre dans le dossier technique, les portes, les systèmes de filtration, les masques à l'époque, parce que plein de choses. Et puis à partir donc de ce livre, donc Albin Michel était intéressé. Et moi, comme ça se faisait en 2 temps. Les gens achetaient le livre et ceux qui étaient intéressés pouvaient acheter un dossier technique. Ce dossier technique, ils le remettaient à l'entreprise de leur choix, entreprise de maçonnerie, qui pouvait leur construire dans le jardin un abri. Voilà. Pour la famille, les voisins éventuellement. Donc ça partait d'un abri pour une famille jusqu'à un abri pour une vingtaine de personnes. Eh bien, à l'époque, j'ai eu... Alors, comme pour démontrer que c'était faisable, j'ai construit moi-même un abri, c'est un modèle 15-20 places, dans la propriété que j'avais à l'époque. Et pendant tout le temps de la construction, nous avons été surveillés par les avions militaires. Et donc, j'étais avec un maçon, ses ouvriers, je dirigeais le chantier, 4 personnes, pas plus. Et vous avez les photos dans le livre qui font voir l'abri. C'est quelque chose qu'on a fait, parce que les toupies de béton qui sont arrivés en une journée, quand on a coulé ça, c'est quelque chose d'énorme, vous savez. Et donc, d'abord, il y a eu une pelleteuse qui a creusé
Donc à partir du moment où on fait un trou comme ça, les services de gendarmerie qui passent régulièrement avec des hélicoptères, tout ça, nous ont repérés. Et ensuite, régulièrement, c'était à l'époque, je crois que c'était des Mirages qui passaient et qui filmaient au-dessus. On se marrait avec les ouvriers parce que les gars disaient, ils doivent analyser les trucs, ils disent, oh mais là ils sont en train de mettre du 14, du diamètre 14, le 10 suffirait. Vous voyez, ouais. Alors, on a fait cet abri, et puis après, évidemment, tout au long du chantier, je prenais des photos pour expliquer à l'entreprise de maçonnerie, non seulement ils avaient les plans, mais ils avaient l'illustration des différentes phases, vous voyez, et puis ensuite la finition intérieure, tout ça. Et le directeur de chez Albin Michel à l'époque m'a reçu, donc j'étais tout jeune, vous voyez, et il me dit oui, ça m'intéresse, votre livre m'a passionné, et on est d'accord pour le publier. Mais j'ai dit oui, mais vous savez, j'ai fait des photos, et là, je veux que ce soit des photos en couleur. Et le gars me dit, ah non, c'est pas possible, on peut vous les faire en noir et blanc, et 90 photos. Hein. Je voulais qu'il fasse le dossier technique et le truc. Et alors, vous voyez, ça c'est le truc de la jeunesse. Aujourd'hui, j'aurais dit, bon, oui. Faites-le en noir et blanc. Alors que vous n'avez pas calé sur les couleurs. Et là, j'ai dit, ah non, il n'est pas question. Moi c'est la couleur. Et du coup, le projet n'a pas été... Et, ah non, il dit, ça je ne peux pas le faire. Vous comprenez ? On imprime en noir, et on ne va pas utiliser une machine offset 4 couleurs pour faire un petit bouquin qu'on va tirer à peut-être 10-15 000 exemplaires. Bon. Et alors, donc, de ce fait, j'ai dit, nous, on va le faire nous-mêmes. Donc, on a créé une société d'édition, et puis, on a fait le truc. Et alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en 83, suite à ça, eh bien, l'APAV, qui avait travaillé avec moi, m'ont pris contact avec la Fédération française du bâtiment. J'ai été reçu, on a fait des réunions, on a fait une conférence, on a présenté. Il y a eu des gens qui ont dit « Ah mais oui, effectivement, moi, parce que c'est évidemment les entreprises disent « Oui, mais les prix qui sont donnés par M. Chevrier sont trop bas, faut qu'on gagne notre vie, c'est pas possible. » Bon, moi, je voulais évidemment donner les prix les plus bas, puisque de toute façon, ça ne me rapportait rien. Et puis, je me rappelle de cette réunion, il y avait beaucoup je ne sais pas, peut-être une trentaine d'entreprises autour de la table à Paris. Et il y a un gars qui dit non, moi, avec mon frère, on a pris le modèle numéro 15 et puis on a construit et ça passe. Avec, bien sûr, nous, on n'a pas construit le coffrage comme M. Chevrier l'a fait avec les planches, vous voyez. On a pris le banchage et tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Avec nos méthodes, on a regardé le temps, ça passe. Et donc, ça, c'était un aspect. Le deuxième aspect, c'est que j'ai été invité par les pompiers de Paris qui s'occupent de la protection civile. Et c'est un colonel qui m'a reçu avec tout un aéropage. À l'époque, c'était la crise des missiles Pershing, des fusées Pershing et des missiles Cruise, que les Américains, encore une fois, voulaient installer en Allemagne. Et donc, l'Union soviétique se sentait menacée, directement sous la menace de ces fusées qui étaient à quelques minutes de Moscou. Et aussi les missiles Cruise qui suivaient le sol sans être détectés par les systèmes radars à l'époque. Et donc, il y avait un risque réel de guerre. Alors là, oui, on a fait des présentations, et puis j'ai eu la surprise d'être contacté. Alors, on a reçu des commandes de bouquins, puisqu'on les expédiait nous-mêmes, on savait qui. Et alors ? Et alors, on a reçu des préfectures, on a reçu des bouquins de la protection civile suisse, on a reçu des commandes. Et alors, un jour, une secrétaire m'appelle, « Monsieur Chevrier, il y a monsieur le sous-préfet qui veut vous parler, donc du coin. » Alors, j'avais écrit le bouquin sous un pseudonyme Chevalier. Oui, un peu. Bon, l'époque, vous voyez, c'était en rapport avec... Et puis, j'étais jeune, j'avais des enfants jeunes, je ne voulais pas trop me mettre en avant à l'époque parce que c'était quand même un sujet sensible.
Et donc, je voulais préserver un peu l'anonymat de la famille et tout ça. Et donc, aujourd'hui, je peux parler librement. À mon âge, c'est fini. Vous voyez je suis libre de toutes. Mes enfants sont élevés, donc pas de problème. Et je me passe la personne, il me dit « Bonjour, monsieur Chevalier. » Je dis « Bonjour, monsieur. J'ai acheté votre livre et en regardant les photos de l'abri que vous avez construit, j'ai compris que c'était dans notre région. » C'est ça. Vous parlez comme si vous pouvez voir si c'était dans tel ou tel village. Bon, en réalité, je suppose qu'il avait toutes les informations. Ils étaient renseignés, oui, bien par sûr. les services de renseignement, et tous les passages qu'ils ont fait, les photos qu'ils ont fait les militaires, tout ça. Et donc, il m'a demandé, ça m'intéresserait avec mon épouse de vous rendre visite pour visiter votre abri. Et donc, c'était le sous-préfet. J'ai dit, ok, on peut faire ça si vous voulez un samedi, puisque moi je travaille dans la semaine. Il est venu un samedi matin avec sa femme, un gros bouquet de fleurs pour mon épouse, et puis on visitait, on a des gens intéressants, vous voyez, qui comprenaient. Ça, c'était aujourd'hui. Fini. C'est fini. C'est fini. Alors, non seulement ça, personne ne va en parler, mais en plus, on a eu la naïveté d'envoyer au début des livres aux rédacteurs en chef des différents magazines, des chaînes de télé et des journaux. Ils ont certainement donné le bouquin à lire, et comme j'aborde, si vous voulez, des sujets géopolitiques qui vont à l'inverse de la propagande, alors là, j'ai été mis sur la liste blacklisté. noire. Blacklisté, absolument. D'accord. Aucune invitation dans une chaîne de télé, vous m'avez vu nulle part. Non. Aucun article rédactionnel dans les journaux. Non. Aucun article sur les magazines. Mais il y a pire. Moi, si vous voulez, vous avez vu, j'ai fait un parcours de vie assez quand même intéressant. L'argent que je gagne, je ne vais pas le mettre dans mon cercueil, donc je peux le dépenser. Mes enfants, j'aurais donné beaucoup déjà, voyez. Donc, j'ai décidé de mettre un budget, là, sur cette question-là. Pour diffuser l'information. À fond perdu. Je n'attends pas de retour. Non, je me dis, je me fais plaisir. C'est pas un investissement financier de développer. Voilà, je me fais plaisir. Je vais au bout de mon truc, je vais au bout de ma démarche. Je vais essayer, parce que qu'est-ce que je pourrais faire d'important dans ma vie aujourd'hui à 80 ans ? Ça, c'est peut-être la chose la plus importante que je pourrais faire maintenant. Vous voyez, j'ai fait des choses importantes avant, mais là, voilà. Et donc, eh bien, j'ai dit, tiens, on va mettre un budget publicitaire pour informer les maires, pour informer les députés, les sénateurs, les députés européens. Je vous ai donné la copie du courrier qu'on l'a envoyé. 30 000 lettres aux maires des petites villes, des villages, des grandes villes et tout. Le nombre de réponses dérisoire. Bon. Mais le pire, c'est que on a envoyé à peu près 580 lettres aux députés, 280 aux sénateurs, plus les députés européens. Pas une seule réponse. C'est incroyable. Plus précisément, alors que c'est incroyable. On envoie, vous avez lu le courrier, 4 pages, oui, j'ai lu. Avec 6 pages extraits du livre, dans lesquels on donne des informations précises, vous voyez, vraiment précises sur comment on peut se protéger. On en parlera tout à l'heure de ça. Eh bien, aucune réponse. Alors, pour être exact, on a eu une réponse de la part d'une députée Rassemblement National de Perpignan, celle qui a pris la suite de Louis Alliot. Oui. Elle nous a demandé, elle nous a envoyé ses bons voeux pour l'année 2022. D'accord. Aux éditions du Recal. Oui, donc elle avait bien reçu le courrier. En réalité, c'est certainement son assistante qui a fait le truc, qui a fait le courrier, qui avait reçu comme instruction. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à la question. Non. Il ne s'intéresse pas. C'est plus que ça.
C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est quoi ? Il y a vraiment un blackout là. Il ne faut surtout pas parler de ça. Voyez ? Est-ce que c'est par peur d'affoler la population ? Est-ce que c'est simplement ça ? Ils ont peur. Si on aborde le sujet, les gens sont paniqués parce qu'il n'y a pas d'abri anti-atomique en France. Donc de toute façon, on ne va pas en faire là, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, pour ne pas créer une angoisse, ils évitent d'aborder le sujet. Est-ce que c'est ça, d'après vous ? Alors, il y a deux choses. Vous voyez, par exemple, il y a des choses qui sont évidentes. Vous avez actuellement 2 partis politiques qui s'insurgent contre l'immigration. Donc, l'ancien Front National, qui est Rassemblement National, c'est un parti qui a quand même une 40aine d'années, donc ils ont l'expérience. Et puis le nouveau parti de Zemmour, Conquête. De Reconquête de Éric Zemmour. Leur programme est différent, mais leur but, c'est d'arrêter l'immigration. Bon. Ils savent pertinemment, nous le savons tous, que la seule façon d'arrêter l'immigration, c'est de sortir de l'Union européenne. Vous ne pouvez rien faire tant que vous êtes dans l'Union européenne. Exactement. Eh bien, il n'y en a aucun des 2 partis qui propose de sortir de l'Union européenne. Pourquoi ? Eh bien, c'est exactement la même chose que les abris anti-atomiques. C'est parce que si vous faites ça, vous perdez les élections. C'est ça. Vous voyez ? Donc, leur calcul n'est pas de dire « est-ce que je vais faire quelque chose d'utile pour mon pays ? Est-ce que je vais faire quelque chose qui va être utile pour les gens ?» Non. Comment est-ce que je peux gagner des voix aux prochaines élections ? Voilà. Et donc, tout leur calcul est là-dessus. Oui. Et donc, pendant un moment, ils avaient fait une tentative au Rassemblement National. Ils voulaient sortir de l'euro, ils voulaient sortir de l'Union européenne. C'était catastrophique. Ils se sont fait ramasser. Oui, c'était sous l'impulsion, c'est quand Philippot avait des responsabilités auprès du Rassemblement National, à l'époque c'était le Front National, où il prônait cet a priori. En fait, voilà. Déjà, dès le départ, il faut sortir de... Il y en a 2 qui le disent, c'est Philippot et Asselineau, actuellement. Voilà. De sortir de l'Union européenne pour pouvoir avoir les mains libres. Mais aujourd'hui, revenons à notre sujet, le problème, c'est qu'on ne peut plus, donc il ne faut pas compter sur les politiques, là, c'est terminé. Bon. Donc on est face à une population résiduelle qui va vous découvrir, ou qui va... Ces vidéos sont toujours en circulation, donc ils finiront, certains vont tomber dessus. Ils vont peut-être se le communiquer. Et éventuellement se communiquer entre eux. Oui. Et on va se dire, bon voilà, alors on part d'une hypothèse d'une explosion. Alors vous citez les différentes hypothèses. Je ne sais pas s'il faut les redécliner, mais dans le livre, elles sont précisées. Il y a 3 hypothèses d'explosion nucléaire, et il y a l'hypothèse d'une explosion en Angleterre que vous développez parce qu'il y a le siège de l'OTAN. Et vous expliquez que, de toute façon, si même il y a une explosion nucléaire en Angleterre, il y aura des retombées avec les vents, tout cela. Bon. Ouais. Ce qu'il faut, c'est pas noyer les gens par trop d'explications, parce que les gens ont une... Quand ils regardent une vidéo, si vous voulez, ils n'ont pas la concentration nécessaire pour attendre tout un développement. Je comprends que votre développement... Donc je crois que pour les détails techniques, il faut les renvoyer à votre livre, et là tout y est. Mais ce qu'il faut, c'est dire aux gens, à monsieur tout le monde, il n'y a pas il y a une bombe. Alors déjà, il faudrait que très succinctement vous développiez les hypothèses des 3 possibilités d'explosion nucléaire. D'autre part, les répercussions, le facteur climatique, et d'autre part, ce que veulent savoir les gens, c'est s'il y a une bombe, est-ce que je suis informé ? Comment je suis informé ? Deuxième chose, une fois que je suis informé, quelles sont quelles sont mes dispositions pour me protéger ? J'habite dans un immeuble au 20e étage, qu'est-ce que je fais ? J'habite à Paris, qu'est-ce que je fais ? J'habite dans ma campagne, je n'ai pas de sous-sol, qu'est-ce que je fais ? C'est ce qu'on va parler. C'est de tout ça qu'il faut parler. Les gens veulent savoir. D'autre part, comment je peux me préparer à cette éventualité avec un budget minimum? Qu'est-ce qu'il me faut minimum comme budget pour au moins être prêt le jour où ça arrive? Et en finalité, en conclusion, on parlera de l'après. Parce que l'après,
c'est une forme de chaos quand même. Oui, quelles sont les conséquences? C'est ça, j'ai pas vu ça dans votre livre. C'est l'après. Comment on gère l'après, cataclysme? Comment on va le gérer? Est-ce qu'on continue à vivre? Qu'est-ce que vaudra l'argent? Est-ce qu'on peut réfléchir à ces questions-là aussi? Bien sûr.